Bonjour à tous, c'est DK. On se retrouve aujourd'hui pour poursuivre ce qu'on avait vu la dernière fois pour les éléments qui peuvent constituer un script. Et je vais considérer que vous avez intégré ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire que dans un script, on a des données qui ont une valeur. Ces données-là, on peut les structurer de différentes façons. Nous, on en a vu deux pour l'instant, soit sous forme de constante, soit sous forme de variable. Alors, ça n'est pas au choix, c'est en fonction des besoins. Quand on a une valeur qui change, comme la vitesse, comme le nombre de pièces d'or qu'on peut collecter dans un jeu vidéo par exemple, eh bien vu que ça change, la donnée a pour structure une variable. Quand c'est quelque chose qui ne change jamais tout au long du jeu, par exemple dans le cas de Super Mario Bros, le nom du personnage reste Mario tout au long du jeu, eh bien on a affaire à une donnée qui a une valeur qui ne change pas, donc qui est constante. Donc ça, c'est le type de structure. Et puis, la donnée elle-même peut avoir un type qui est défini aussi par sa valeur, c'est-à-dire que quand on a des lettres, une chaîne de caractères plus précisément, on a affaire à un string. Pour un nombre à virgule, on a affaire à un float, donc un réel flottant. Pour un nombre entier, on a affaire à une intégrale, int, integer, et dans le cas où on n'a que deux possibilités, vrai ou faux, true ou false en anglais, eh bien on a affaire à ce qu'on appelle un booléen qui est symbolisé par le terme bool. Donc on avait fait la dernière fois le test avec pour essayer de comprendre les choses avec deux cas pratiques qui étaient Super Mario Bros et Zelda 3 The Link to the Past. Là aujourd'hui ça va être un petit peu plus théorique, mais je vais essayer quand même de vous expliquer un certain nombre de choses qui sont légèrement plus complexes, mais qui vont quand même reprendre ce qu'on a déjà vu. Donc je vais déjà m'appuyer sur ce qu'on a vu et considérer que vous avez déjà connaissance de tout ça. Alors je reviens pas hein, sur le fait que voilà, là j'ai, enfin je reviens rapidement dessus, mais voilà, j'ai un nœud parent qui est de type Node2D, mon script y est attaché, donc par défaut, l'extension de mon script c'est Node2D, c'est le même type que l'objet auquel il est attaché. J'ai pas indiqué ici de class name, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais le class name ça permet de venir spécifier un petit peu plus de quel script il s'agit. Donc le class name, on peut lui donner le nom qu'on veut par nous-mêmes. En général, il faut qu'il soit parlant. Là, je vais lui donner le nom TikTok. On n'en a pas forcément besoin dans l'immédiat, mais je le crée quand même parce que ça va faire sens un petit peu plus tard dans le cadre de cette vidéo. Moi, ce que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la question des modes. Il y en a un. Donc, je vais zoomer. Toujours un petit peu de temps pour que ça charge. Je vais réduire l'écran ici. Je vais zoomer encore un peu. Hop. Les modes, il y en a un dont je vous ai déjà parlé dans une précédente vidéo, à savoir la vidéo qui s'intitule Comprendre les scripts, exécution, contexte et modalité. Donc les modes qu'on retrouve dans la documentation sous le nom d'annotation. Alors pourquoi annotation? Parce que ils commencent tous par un arrobase et vous en avez, enfin moi en tout cas je vais vous en présenter trois, vous en avez bien plus que trois, hein, mais je vais vous en présenter un rapidement parce que j'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo que je viens d'évoquer, et puis je vais vous parler de @export qui est très important et de @onReady qui est tout aussi important. Donc @tool, très rapidement, puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo en question ici, à peu près vers 5 minutes 20, j'évoque le fait que mon projet actuel me permet, je vais vous le remontrer, de générer à la volée, mais directement là au centre de la fenêtre, dans l'éditeur, le changement d'aspect de mes objets et le changement de leur forme de collision. Si je peux faire ça, c'est parce que justement j'ai utilisé @tool, parce que par défaut le moteur de Godot est configuré de façon à ce que
pour qu'un script s'exécute, il faut soit ici à droite lancer la scène concernée, donc celle-ci, ou le jeu dans son intégralité via la flèche de lecture ici. Or, pour pouvoir faire des choses directement dans l'éditeur, il faut ajouter cette mention Tool. Donc vous voyez que par exemple dans ce script, elle apparaît tout en haut, et c'est comme ça qu'il faut l'indiquer, tout en haut, même avant l'extension. Et on sait qu'elle a été ajoutée à notre script, cette mention Tool, parce que notre script, il passe de la couleur blanche à la couleur bleue. Là, vous voyez à gauche, le script qui est rattaché à mon nœud qui s'appelle Trap, qui est de type Area2D, eh bien, il est bleu. Alors, en général, il faut d'abord enregistrer pour que ça s'actualise et que ça passe de la couleur blanche à la couleur bleue. Donc là, concrètement, si on voulait, dans notre nouveau script, ajouter cette mention Tool, eh bien, il faudrait l'ajouter tout en haut ici. Hop, voilà. Donc là, moi, je veux pas qu'elle soit effective, donc je vais volontairement mettre des arrobases pour que ce soit juste un commentaire. Mais sachez que si vous l'utilisez, vous mettez pas vous mettez pas le dièse devant, hein. Le dièse que je viens de mettre là, ça c'est un dièse, vous le mettez pas, et vous pourrez utiliser le mode Tool, donc qui vous permettra de faire des choses qui vont s'actualiser directement dans l'éditeur. Comme je le disais dans la vidéo précédente, utilisez ça avec parcimonie, parce que dès l'instant que vous avez des processus physiques, donc type un personnage qui se déplace, des ennemis qui se déplacent, des backgrounds en fond qui se déplacent pour faire une forme de parallaxe, et bien tout ça, ça demande des efforts, ça mobilise votre processeur, ça demande des calculs à votre processeur, et du coup, plus il y a de calculs, plus c'est compliqué pour votre processeur, et au bout d'un moment, il peut être saturé, et puis se mettre à bloquer, et puis Godot va se mettre à cracher, votre Godot il va se fermer. Hein, donc faites attention, dès l'instant que vous avez des fonctions avec des process et des processus physiques, et ou des processus physiques, comme c'est le cas par exemple dans le cadre d'un personnage joueur, hein, par exemple là vous voyez que j'ai une fonction qui s'appelle physique process, donc ça me permet de gérer les déplacements de mon personnage, hein, le fait qu'il est affecté aussi par la gravité, donc il tombe dans le vide, etc., etc. Et quand vous avez des trucs comme ça, faites attention à utiliser le mode Tool avec beaucoup de parcimonie. Donc je passe rapidement là-dessus, hein, parce que c'est des choses qu'on a déjà vues. Moi je vais m'attarder beaucoup plus sur l'arrobase export et l'arrobase onReady. Je vais peut-être d'ailleurs commencer par l'arrobase onReady. L'arrobase onReady, en général, il va être utilisé très haut dans le script. Et je vais vous expliquer pourquoi. En général, on va l'utiliser plutôt ici, juste après l'extension, et si vous avez un class name, juste après le class name. Le onReady, il permet quoi? Il permet de déclarer une variable. Donc je rappelle, hein, une variable, ça s'exprime avec var, var, donc quelque chose qui va changer. On va créer une variable, on va lui inventer un nom, on va l'appeler image, et on va lui donner tout de suite une valeur. On va pas lui donner de type pour l'instant, on va lui donner une valeur. Et quel est l'intérêt de faire ça? Eh bien c'est qu'en fait, la valeur qu'on peut récupérer ici, ça peut par exemple être l'un de nos nœuds qui se trouvent là à gauche dans notre panneau de scène. Et par exemple, je peux récupérer mon composant sprite 2D et l'associer ici. Vous allez me dire, bah ouais, mais quel est son type à ce truc-là? Parce que ça n'est pas un chiffre, ni à virgule, ni entier, ça n'est pas une chaîne de caractères, parce que on a vu que quand on avait une chaîne de caractères, c'était toujours encadré par des guillemets, et ça n'est pas non plus un booléen, puisque ça n'a pas pour valeur true ou false. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le type, c'est le même que le type de notre nœud. Donc, vu que notre nœud, il est de type sprite 2D, là, notre type, ça serait sprite 2D. Alors, si on veut éviter les confusions, on va appeler, par exemple, à gauche, je vais renommer ça, je vais l'appeler logo. Si maintenant,
je clique dessus et je fais un glisser-déposer, vous voyez que ma variable image, elle est égale à logo. Et là, je peux spécifier son type en disant, son type, c'est un type de sprite 2D. Donc ça me donne clairement le type de ma variable image. C'est un type sprite 2D, donc ça va avoir le même type que cet objet-là qui est à gauche, et ça va avoir toutes les caractéristiques que peut avoir un sprite 2D. Donc les caractéristiques, on le voit là dans l'inspecteur, elles sont à droite. Donc ça va avoir pour caractéristique le fait d'avoir une texture, le fait d'avoir le paramètre offset, le fait d'avoir potentiellement des animations, un transform. Donc un transform, ça permet de gérer la position, la rotation, la taille de l'objet et la déformation. Une visibilité, hein, donc qui va être plus ou moins transparent, par exemple, ou auquel on va appliquer un filtre de couleur. Là, par exemple, si je mets du jaune, eh bien, vous voyez qu'il y a un filtre jaunâtre qui se superpose. Je peux le rendre plus ou moins transparent, jusqu'à le faire disparaître totalement, etc., etc. Donc ça, c'est des paramètres qui sont propres à tous les nœuds de type sprite 2D. Eh bien, dans notre script, en récupérant via la variable image que j'ai créée quelque chose qui est du type sprite 2D, je récupère finalement quelque chose qui contient toutes les caractéristiques d'un nœud sprite 2D. Et là, en l'occurrence, je récupère le composant précis, sa valeur, c'est le composant précis qui est ici, logo, et qui hérite aussi, puisque lui-même est un sprite 2D, de toutes ces caractéristiques-là. Si j'en crée un autre, par exemple, je vais vous ajouter volontairement un nœud enfant, je vais créer un audio stream player. Alors, je fais une petite parenthèse. Des audio streams, il y en a de plusieurs types. Audio stream player classique, il y a l'audio stream player 2D et le 3D. Moi, pour l'instant, j'ai utilisé juste le classique et le 2D. Faites attention quand même, parce qu'ils sont différents. Le classique, il permet d'avoir, par exemple, une musique qui va être constante en termes de volume tout au long de votre niveau, par exemple. Si là, par exemple, je lance ce niveau et que j'écoute la musique, son volume va pas changer, quel que soit ce que je peux potentiellement faire. Par contre, si je mets un audio stream player 2D, eh bien, par défaut, ce qui va se passer, c'est que ma musique, elle va changer en termes de volume en fonction de la position de mon personnage. Donc selon l'endroit où est mon personnage, elle va être plus ou moins forte, et plus je vais me rapprocher d'une certaine zone, plus la musique va augmenter. Et quand j'aurai dépassé cette zone, plus je vais m'en éloigner de cette zone, plus le volume de la musique va baisser. Hein, donc faites attention, il y a une petite nuance à avoir. Donc pour une musique constante, utilisez l'audio stream player classique. Donc je vais le renommer, cet audio stream player. Je vais l'appeler lecteur musique, par exemple. Hop, ça c'est son nom. Je vais recréer quelque chose en arrobase onReady de type variable. Je vais l'appeler par exemple juste musique, par exemple. Hop. Et je vais lui donner pour valeur eh bien mon composant. Donc je clique et je fais glisser déposer. Donc juste un clic gauche, on maintient un clic gauche et on fait glisser déposer. Et là, j'ai mon composant lecteur musique. Et encore une fois, je peux le typer. Mon lecteur musique, c'est quoi? Eh bien, c'est un nœud qui a pour type audio stream player. Donc je peux le typer en disant que je veux qu'il soit de type audio stream. Vous voyez, hein, vous avez beaucoup de choses en audio stream player, et là j'indique le premier, l'audio stream player de base. Voilà. Et comme ça, on a quelque chose, une variable musique,
qui hérite d'un composant qui a lui-même ce type-là et donc qui permet d'avoir toutes les caractéristiques de ce type. Et les caractéristiques, en l'occurrence, c'est celles qu'on retrouve ici à droite, dans l'inspecteur. Toutes les choses qui sont là à droite dans l'inspecteur. Donc à quoi ça sert de mettre ces choses-là, ces composants-là, sous forme de variables, hein, puisque finalement on les récupère dans une variable, et à quoi ça sert en plus de mettre onReady devant? Eh bien ça sert que on va pouvoir avec onReady leur dire ces composants-là, Godot, tu me les prends en compte dès le démarrage. Donc dès que je lance ma scène. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? C'est que Godot, par défaut, comment il regarde comment il va récupérer vos nœuds, hein, les différents composants qui sont là dans votre hiérarchie à gauche, là, comment il fait ça? Par exemple, si je prends une scène qui est assez fournie, vous voyez que j'ai plein de nœuds, plein de composants, si vous préférez, avec même des groupes dans lesquels sont contenus des sous-nœuds. Eh bien, comment fait le script pour gérer ça? Comment fait Godot par défaut? Eh bien, il balaye via une fonction qui s'appelle la fonction ready. Alors, on l'a pas encore vue, mais sachez qu'elle existe et qu'elle s'exécute par défaut dans Godot. Cette fonction-là, elle va balayer votre arbre de haut en bas, donc de la racine, du nœud parent, et ensuite elle va balayer tous ses enfants, voire même ses sous-enfants, un par un. Le problème, c'est qu'il lui faut du temps pour faire ça. Plus vous avez de nœuds, plus il va lui falloir du temps, par exemple, pour arriver jusqu'au dernier. Mais le dernier nœud de votre hiérarchie, c'est peut-être un nœud sur lequel vous allez avoir besoin de faire des actions très tôt dans votre jeu. Donc s'il arrive très tard dans votre hiérarchie, et que vous, dans votre jeu, vous avez besoin d'avoir des actions dessus qui vont avoir lieu très tôt, il y a un moment, le risque, c'est que Godot vous dise, moi je peux pas faire des actions sur le nœud, parce que le nœud, il n'existe pas. Alors le nœud, c'est pas réellement qu'il n'existe pas, c'est que lui, il est par exemple là, au milieu de la hiérarchie, il n'a pas encore fini de tout balayer, et du coup, vu que vous lui demandez de faire une action sur un nœud qu'il n'a pas encore balayé, il vous dit, non, moi je peux pas, parce que je le trouve pas le nœud en question, parce qu'il n'est pas encore arrivé à ce point-là de son balayage. D'autre part, tout ça, j'en avais déjà parlé dans le mode d'exécution des scripts. Mais c'est un rappel. D'autre part, le script balaye aussi les choses à l'intérieur du script, de haut en bas. Et dans la vidéo que je viens de vous montrer, je vous avais indiqué qu'il valait mieux réfléchir à comment on organise son script pour voir qu'est-ce qui était le plus pertinent de mettre avant certaines choses, parce que si vous, encore une fois, vous demandez à Godot de faire des choses sur un élément qui, dans votre script, arrive très bas, et vous lui demandez d'agir dessus plus haut, eh bien lui il va vous dire, non, je peux pas, le truc il n'existe pas. Donc parce que il n'est pas encore arrivé à cet endroit du script. Si vous lui demandez à la ligne 10 d'agir sur un élément qui ne sera créé qu'à la ligne 30, eh bien, à la ligne 10, il va vous dire je peux pas agir puisque l'élément je le trouve pas, il n'existe pas. C'est logique. Donc en utilisant des onReady, ça permet de contourner ce problème-là de balayage. Et là concrètement, en faisant onReady var image, eh bien je dis à Godot, on va faire en sorte que tu ailles à l'encontre de ton fonctionnement classique, et au lieu de faire les choses comme tu le fais par défaut, tu vas, dès le début, aller me récupérer dans une variable mon composant. Et pourquoi? Parce que je sais que mon composant, je vais en avoir besoin très tôt. Donc comme je veux y avoir accès le plus tôt possible, eh bien, on met ça très haut dans le script, donc directement après l'extension ou après le class name si vous avez un class name, et on met la mention @onReady qui permet d'avoir accès à ce mode qui vous permet d'agir
sur le fonctionnement normal de Godot et lui impose d'aller chercher ces éléments dans la hiérarchie, même si ils sont tout en bas de la hiérarchie. Si là, par exemple, au niveau de village, je lui disais @onreadyvar sac, eh bien, il me le récupérerait directement, bien que sac soit très bas par rapport à d'autres éléments. Donc voilà à quoi ça sert le onreadyvar. Donc ça va me permettre par la suite, effectivement, d'agir sur les choses. Donc là, l'idée, c'est pas de vous montrer comment on agit sur les choses, mais déjà de vous montrer comment on peut récupérer très tôt des choses pour plus tard agir dessus. Donc ça, c'est la fonction onReady. Enfin, la modalité. C'est pas une fonction, les fonctions, c'est autre chose dans Godot. Il y a quelque chose de bien précis qui correspond aux fonctions dans Godot. Là, c'est une annotation qui peut être compris comme un mode. Voilà. L'autre mode qui existe et qui est très utilisé, c'est le mode @export. Et lui, on va l'utiliser aussi avec des variables. Et en l'occurrence, je vais reprendre les variables qu'on avait déjà créées dans notre précédent tuto. Donc là, vous voyez que j'ai différentes variables, vitesse, pièce, brique pleine, qui ont des types différents. Et puis là, j'en ai une qui est de type string pour le cas du nom de Zelda qui, dans le jeu Zelda, pouvait être changé. On pouvait changer le nom du héros à n'importe quel... enfin, principalement au début du jeu. Mais on pouvait le changer, c'était quelque chose qui était variable, à la différence de Mario, où le nom changeait jamais tout au long du jeu. Eh bien, ces variables-là, pour l'instant, elles sont accessibles qu'à partir du script. Si par exemple je veux faire des tests et que je me dis ouais, la vitesse de mon personnage 8 c'est pas assez rapide, je voudrais faire des tests, voir ce que ça donne avec 12, voir ce que ça donne avec 20, il va falloir qu'à chaque fois j'aille dans mon script pour changer les choses. Une des choses qui peut être faite pour ne pas avoir à retourner à chaque fois dans son script, c'est de les exporter. Donc ça se fait justement avec ce mode-là. Ce mode-là, c'est @export. Et encore une fois, on agit sur le comportement normal de Godot, puisque Godot, par défaut, il ne vous donne pas accès à ces variables-là en dehors du script. Et bien là, en mettant @export, si je me remets tout à gauche sur mon parent, hein, là où est accroché mon script, et que je regarde à droite dans les caractéristiques, normalement, alors il me l'a peut-être pas pris en compte. Alors déjà je vais les enlever là parce que ça va me créer une erreur. Ça sinon il va pas aimer. Mon tool là je l'ai bien enlevé. Hop. Voilà. Donc là vous voyez tout à droite, j'ai un truc vitesse qui est apparu. Pourquoi? Bah parce que j'ai mis @export ici devant ma variable vitesse. Je vais le faire pour les autres variables. Je vais le faire pour la variable pièce. Je vais le faire pour la variable brique pleine. Et je vais le faire pour la variable nom du perso Zelda. Et là, vous voyez que toutes mes variables, vitesse, pièce, brique pleine, nom du perso Zelda, c'est apparu à droite. Là, vous voyez, tout à droite, c'est apparu. Donc vous voyez aussi que du coup, ça marche avec tous les types de variables, puisque vitesse, c'est un float. Pièce, c'est un intégral, donc un nombre entier. Float, c'est un nombre à virgule. Int, c'est un nombre entier. Brique pleine, c'est un booléen, donc quelque chose qui peut être soit vrai, soit faux. Et nom du perso Zelda, c'est une chaîne de caractères, un string. Et vous voyez que @export marche avec tout ça. Donc, à partir du moment où je mets un @export, je peux avoir accès à mes variables directement depuis l'inspecteur. Et ça me permet de ne pas avoir à chaque fois à retourner dans le script pour éventuellement faire mes tests et vérifier si telle vitesse elle convient bien à mon personnage, ou est-ce qu'il faudrait accélérer sa vitesse, augmenter la hauteur de son saut par exemple, hein, parce que parfois on se rend compte que on a mis des plateformes trop haut dans un jeu de plateforme et notre personnage il saute pas assez haut, donc on va pouvoir changer et faire des tests de façon dynamique comme ça. Donc pour la vitesse qui est un float, on peut taper, vous voyez, des nombres à virgule.
il n'y a pas de souci. On peut taper des nombres entiers aussi. Hein. Lui, il va comprendre hein, que c'est un float, puisque dans le script, il y a bien indiqué que c'est un float. Et si je réinitialise, vous voyez qu'il me remet bien la valeur qui avait été indiquée dans le script. Alors, il me le met en nombre entier. Dans le script, nous, on l'a indiqué en .8,0. Lui, il me le met en nombre entier, mais il comprend bien que là, il doit gérer des floats. Pour les pièces, il comprend bien qu'il doit gérer des nombres entiers. Vous voyez qu'il est à 0 par défaut, parce que c'est ça que j'ai dans le script. Mais, vous voyez, je peux augmenter, je peux diminuer, je peux aller dans les nombres négatifs. Hop. Par contre, étant donné qu'il a compris qu'il faut des nombres entiers, si je tape 5,2 par exemple, et que je fais entrer, il accepte pas, il me met 5. Il arrondit. Alors il a arrondi, je crois, à la décimale. Là, vous voyez, j'ai mis 5,2, il a arrondi à 5. Si je mets 5,6, je pense qu'il va arrondir à 6. Ouais, voilà. Donc, et si je mets 5,5... Ouais. Donc à partir de 5,5, dès l'instant où on a 0,5 de plus, il a arrondi au supérieur, en fait. Sinon, il arrondit à l'inférieur. Breakplane qui est un booléen, donc soit vrai, soit faux, true ou false. Là, étant donné que dans mon script, il est par défaut défini en true, eh bien ici, il est indiqué comme activé. Si jamais je l'avais défini en false, vous voyez que automatiquement, il est indiqué ici à droite, dans l'inspecteur, comme désactivé. Donc vous voyez, ça nous permet vraiment d'avoir de façon très dynamique accès à nos variables. Le nom du personnage qui est Link, c'est une chaîne de caractères, eh bien je peux la changer directement ici en tapant DK, Ludo, par exemple. Vous voyez que ça marche. Si je réinitialise, il me remet Link. Alors attention, je ne l'ai pas précisé la dernière fois, chaîne de caractères, ça veut dire des lettres, mais ça peut être des chiffres. Mais des chiffres qui seront considérés comme des caractères. Ça ne veut pas dire que c'est un entier ou un float. Là, c'est pas considéré comme des valeurs entières ou float. C'est considéré comme si c'était un chiffre au sens où vous écrivez un chiffre. Pas comme quelque chose avec lequel vous voulez faire des calculs. Par exemple, je sais pas, quand vous dites vous habitez aux 4 rues de Notre-Dame, par exemple, eh bien le 4, il sert pas à faire des calculs. Hein. C'est juste le nom de la rue qui comporte effectivement dans son nom un chiffre. Bon. Eh bien là, faut l'entendre comme ça aussi. Alors, vous pouvez très bien, même dans un string, indiquer des caractères qui ont la forme de chiffres, mais ils seront considérés comme des strings puisque de toute façon, vous avez des guillemets autour. Donc ça, c'est possible. J'en avais pas spécialement parlé la dernière fois, mais c'est possible. Donc l'arrobase export, vous voyez qu'il est intéressant pour ça. Vous allez peut-être vous demander, mais est-ce qu'on peut le faire, ces choses-là, ces modes-là, à la fois le arrobase export et le arrobase onReady, est-ce qu'on peut le faire avec des constantes? Ben, on va essayer, hein, tout simplement, et on va voir ce qu'il en est. Donc on va essayer, on va tester un onReady var, sauf que ici, notre image, au lieu d'être une image de structure variable, on va considérer qu'elle est de structure constante, donc on va changer var par const. On va voir ce qui se passe. Eh bien, vous voyez que tout en, c'est surligné en rouge et tout en bas, j'ai une annotation, enfin, j'ai une mention d'erreur. Donc on m'indique que l'erreur a lieu à la ligne 5. Et on nous dit quoi? L'annotation onReady, donc vous voyez, hein, c'est le terme générique pour parler des modes. En fait, on vous parle d'annotation, hein, c'est comme ça que dans Godot ça s'appelle. C'est aussi comme ça que vous les retrouverez dans la documentation Godot. Donc l'annotation @onReady ne peut pas être appliquée à une constante. Donc là, derrière onReady, il faut toujours une variable. Concernant l'arrobase export, on va essayer de voir avec le nom, avec la donnée Mario, enfin la donnée qui a pour valeur Mario et qui a une structure
sous forme de constante. On va voir si ça marche, l'export constante. Eh bien non, ça ne marche pas non plus. Vous voyez, il nous dit aussi qu'il y a une erreur à la ligne 13. Et annotation, @export cannot be applied, donc ne peut pas être appliqué, to a constant, donc à une constante. Donc pourquoi ça ne peut pas être appliqué à une constante? Eh bien, c'est assez logique en soi. Parce que quand vous mettez @export, c'est pour venir changer des choses là à droite dans l'inspecteur. Donc, si vous venez changer des choses, ça veut dire que les choses ne sont pas stables, donc elles ne sont pas constantes, elles sont variables. Donc, ça serait intuitif, voire même contradictoire, que vous puissiez exporter quelque chose qui n'a pas pour vocation de changer, qui doit justement être toujours inchangeable. Donc c'est normal que @export ne marche pas avec une constante. Pourquoi onReady, @onReady, ça ne marche pas non plus avec une constante? Alors @onReady, par défaut, ça ne va pas venir modifier en elle-même ce qu'il y a derrière. Mais ça va quand même appeler très tôt ce qu'il y a derrière pour que vous puissiez le modifier par la suite dans votre script. Donc il y a quand même l'idée que ça puisse être modifiable par la suite. Donc, à mon sens, ça paraît assez logique aussi qu'on ne puisse pas utiliser @onReady avec une constante. Donc voilà, là je vous ai fait la démonstration que ça marchait pas, mais ça me semble assez logique que ça ne marche pas pour ces raisons-là. Alors vous ne pouvez pas non plus cumuler, je vais vous le montrer en direct, un @export qui viendrait précéder un onReady. Là on vous dit clairement tout en bas qu'il y a une erreur, donc ici, et on vous dit que le @onReady sera redéfini par la aura pour valeur sera redéfini avec une valeur par défaut, c'est comme ça qu'il faut l'entendre, après l'export. Ça prendra effet et ça sera réécrit. Donc réécrit au sens informatique du terme, ça sera la valeur sera écrasée par la nouvelle valeur. Donc c'est-à-dire qu'en fait ça on peut pas l'indiquer puisque si vous voulez, quand vous dites onReady, vous allez chercher là par exemple un composant qui a ses propres caractéristiques, ses propres données, mais avec export, vous allez redéfinir, vous allez avoir accès à ces caractéristiques et vous allez redéfinir ces caractéristiques. Donc ça marche pas. Donc concrètement, ça n'est pas possible. Dans l'autre sens, normalement, ça n'est pas possible non plus. Voilà. Là, dans l'autre sens, ça ne marche pas non plus. De la même façon, parce que on vous dit que dès l'instant où vous allez chercher quelque chose, eh bien, il va y avoir une redéfinition de ces valeurs qui vont intervenir après que vous ayez justement effectué des changements dans l'inspecteur à droite grâce à votre mode export. Donc ça n'est pas cumulatif. Vous ne pouvez pas les enchaîner comme ça en fait. Donc voilà. @export en général, on l'utilise plutôt pour des variables qu'on a créées soi-même, c'est-à-dire des variables où on ne vient pas récupérer un composant, mais des variables où on a créé vraiment dans leur intégralité par nous-mêmes au niveau du script. @onReady, c'est vraiment utilisé pour récupérer en général des composants qu'on a ici à gauche dans notre hiérarchie, dans notre arbre hiérarchique au niveau de notre scène globale. Donc voilà. Donc ça c'est des modes qui peuvent être bien utiles quand vous allez vous servir de Godot. Alors dans une prochaine vidéo, j'irai plus loin pour vous montrer exactement comment ils sont utiles, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut aller plus loin. Mais sachez que c'est des choses qui sont très courantes et très utilisées, très pratiques dans
dans Godot. Je réfléchis si je n'ai rien oublié. Hop, hop, hop. Nous, on a vu les modes, on a vu ces nouveaux types là. Non, bah écoutez, je pense que ça sera suffisant pour cette vidéo. Donc retenez qu'il y a effectivement 3 grands modes qui sont utilisés. Alors il y en a plein d'autres qui existent, hein, mais ça c'est les modes assez classiques qu'on voit dans beaucoup de scripts. Rappelez-vous que quand même Tool a utilisé avec parcimonie, mais que les autres, vous avez un petit peu plus de liberté pour les utiliser, et que vous pouvez les utiliser avec des variables, mais pas avec des constantes, du fait que ce sont des modes qui vont venir changer quelque chose, et que les constantes, par défaut, sont des choses qui n'ont pas vocation à changer. Donc voilà. Et bien sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la prochaine fois où on verra d'autres types de structures. Je pense que la prochaine fois, j'évoquerai la question des énumérations, hein, qui sont un autre type de structure. Et puis on verra aussi peut-être un autre type de variable, hein, donc au-delà des quatre classiques qu'on retrouve en informatique, string, float, int et ball. On verra une variable de type array, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tableaux. Je pense qu'on fera ça en parallèle parce que en général, les structures de forme énum, ce qui veut dire énumération, fonctionnent assez bien puisque ça permet de faire des listes, des menus déroulants, avec des tableaux qui, eux, ont pour fonction principale de stocker des éléments de différents types, hein, puisqu'en fait le tableau est un type en lui-même, mais il va permettre de stocker des éléments qui ont eux-mêmes leur propre type. Donc on pourra stocker par exemple des images, on pourra stocker de la musique, on pourra stocker des trucs qu'on a déjà vus, hein, on pourra stocker des nombres entiers, on pourra stocker des booléens, on pourra stocker plein de choses différentes en fait. Donc ça sera à l'occasion d'une prochaine vidéo, pour pas que justement celle-ci soit trop longue. Et bien sur ce, j'espère que cela vous aura éclairé et permettre de comprendre un peu mieux ce qui peut se passer au sein d'un script, et je vous dis à bientôt.